d'être avec vous, car nous allons avoir l'occasion de vous présenter une belle activité offerte en collaboration avec l'un de nos partenaires, Richter, qui nous présentera aujourd'hui différentes stratégies en lien avec la stratégie des flux de trésorerie. Je tiens à vous mentionner que ce sera une présentation d'une durée de 45 minutes. Moi, c'est Olivier Benchaya. Je suis associé au bureau Richter dans le groupe de restructuration d'entreprise. Ça fait presque 20 ans que je travaille en redressement, donc dans des contextes où les compagnies sont en difficulté, ont des problèmes de liquidité. Et donc, je suis accompagné de mon collègue Patrick Ifergan qui travaille dans le domaine depuis presque 15 ans, vice-président chez Richter. Patrick, si tu veux dire quelques mots. Non, ben voilà, bonjour. Moi aussi, donc chez Richter depuis environ 5-6 ans que j'ai passé ma carrière chez Richter, mais j'ai environ une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine financier, à la fois en fusion-acquisition et en restructuration. Donc, on va vous présenter aujourd'hui une présentation sur les états financiers et les stratégies de gestion de flux de trésorerie dans le contexte de la COVID-19. Donc, un aperçu de notre présentation. On va commencer, comme je l'ai mentionné, de faire un retour sur la pandémie et comprendre un peu l'impact que ça a eu sur le monde des affaires. On va aussi comprendre les divers états financiers, les gestions de flux de trésorerie et du fonds de roulement. On va vous expliquer un peu des outils importants qui peuvent être utiles pour les entrepreneurs, surtout dans le contexte actuel, et présenter les programmes gouvernementaux qui ont été mis en place. Donc, un retour sur la pandémie. Tout d'abord, comprendre un peu ce que nous avons traversé. Eh bien, on se souviendra qu'en mars 2020, il y a eu la fermeture de commerces non essentiels, tels que les restaurants, les détaillants, et ça a engendré une grande diminution des encaissements, diminution des valeurs des stocks. Vous comprendrez qu'un détaillant de vêtements qui essaie de vendre leur collection de printemps plusieurs mois après la réouverture, eh bien, ça a un impact sur la valeur des stocks. Il y a également eu la fermeture des usines, des ruptures de stock, des délais de livraison. Ça a été beaucoup plus compliqué à faire rentrer la marchandise. Fermeture des frontières, ça a été un grand enjeu quant aux fusions, aux acquisitions, la mobilité aussi de la main-d'œuvre. Ça a eu un grand impact sur le transport de marchandises et bien sûr la distanciation sociale que nous vivons tous aujourd'hui. Il y avait une forte diminution de la demande pour certains produits et services. D'ailleurs, j'ai certains clients qui ont été lourdement affectés par cette pandémie et que jusqu'à aujourd'hui ne peuvent pas réouvrir parce qu'ils offrent un service trop à proximité, peuvent pas respecter cette distanciation sociale. Le télétravail, à l'époque, en mars 2020, il y avait plusieurs entreprises qui n'étaient pas prêtes à passer en télétravail et donc il y avait plusieurs lacunes technologiques, diminution de la motivation du personnel, c'était nouveau. Donc, ça a été un enjeu puis un défi. Il y a également eu une diminution significative des capitaux et du financement, donc un resserrement du crédit au niveau des banques. Elles étaient un peu plus réticentes au tout début de la COVID d'octroyer des prêts. Les gens avaient un peu une approche, je dirais en anglais, wait and see, comprendre un peu où les choses s'en allaient. Et donc, ça a été difficile au niveau des liquidités des entreprises, surtout dans le contexte où il y avait également des délais de collection de comptes à recevoir, comme je l'ai mentionné, les compagnies et les clients préféraient retenir leur liquidité pour voir un peu comment les choses allaient se dérouler. Ce qui a été intéressant de voir, ça a été la réaction des entreprises, à quel point les gens ont réagi rapidement pour mitiger l'impact de la pandémie. On a vu des mises à pied temporaires, donc tout l'effectif qui a été mis à pied dans certains cas, mais dans l'optique qu'ils seront réengagés lorsque les choses revenaient à la normale. Donc, on a vu cette mesure-là. On a vu également des suspensions des programmes d'investissement. Plusieurs entreprises ont décidé de repousser des investissements importants, majeurs, jusqu'à la reprise des activités. Négociations avec les fournisseurs. Nous avons vu
excusez-moi, il y a un commentaire dans le chat. Donc, nous avons vu au niveau des fournisseurs des concessions importantes, des délais de paiement qui ont été donnés, des réductions de coûts dans certains cas. Même chose au niveau des institutions financières qui ont aidé les entreprises en offrant des moratoires de capital et dans certains cas de la capitalisation des intérêts. Les locataires ont joué aussi une grande partie de cette aide envers les entreprises, surtout au niveau des détaillants qui étaient fermés pendant plusieurs mois. On a vu des concessions importantes qui ont été données par les locataires, que ce soit des forgiveness, qu'on appelle en anglais forgiveness of rent, donc carrément pardonner le loyer impayé ou le repousser dans le temps et l'amortir sur une plus longue période. Gestion de la trésorerie, prévision financière hebdomadaire. Donc, nous allons vous parler de ça, justement, cet outil de flux de trésorerie que vous allez comprendre durant cette présentation. Donc, bien sûr, on n'aurait pas pu passer à travers cette pandémie sans l'aide de nos gouvernements. Et tous les gouvernements à tous les niveaux, que ce soit municipal, provincial, fédéral, ont participé à cette aide. On se souviendra des subventions qui a été extrêmement importante et qui est encore en place, la subvention salariale d'Urgence Canada, la SUS qu'on appelle. Et je vous dirais que ça a été une mesure qui a été essentielle pour maintenir les gens au travail et qui a grandement aidé les entreprises. Il y a également eu des programmes de garantie de prêt où une portion du prêt ou la totalité du prêt était garantie par les gouvernements. Programme de crédit aux entreprises, programme d'urgence pour des entreprises canadiennes. Une autre mesure qui a été intéressante et importante, c'est le programme d'urgence pour les loyers desquels ont bénéficié plusieurs entreprises. Donc, on voit que vraiment à tous les niveaux, le gouvernement a mis en place des mesures afin d'aider des entreprises en difficulté qui passaient à travers cette crise. Il y a eu également un impact sur les marchés boursiers de la COVID. Si on compare à d'autres moments de l'histoire où il y a eu des crises de l'économie ou dans le marché boursier, si on regarde le Black Monday en 1987, une diminution de presque 29% du marché boursier. Et ça a duré presque 400 jours pour repartir et revenir au niveau où est-ce qu'ils étaient historiquement avant ce Black Monday. Même chose pour la grosse crise financière en 2007-2008, 57% de diminution et ça a duré plus de 1000 jours pour revenir au niveau historique. Tandis que la COVID-19, il y a eu une diminution de 29,5%. Mais ce qui a été vraiment intéressant, c'est cette rapidité avec laquelle le marché boursier est revenu. D'ailleurs, nous sommes à des niveaux aujourd'hui plus élevés que nous étions à l'époque, en février ou mars 2020. Donc, c'est vraiment intéressant de voir à quel point les choses ont repris rapidement. Et étant des professionnels de restructuration, travaillant en tant que syndic, on a pensé que ce serait propice et intéressant pour vous de savoir que durant cette crise de la COVID, nous sommes à un niveau historique les plus bas de faillite et de redressement, ironiquement. En 2020, on est à moins 23% de faillite et de restructuration comparativement à 2019, donc beaucoup moins de redressement et de faillite. Et bien entendu, c'est principalement dû à tous les programmes gouvernementaux qui ont été mis en place par les divers paliers du gouvernement et qui ont maintenu les compagnies en opération. D'ailleurs, une autre chose intéressante, c'est qu'il y avait plusieurs entreprises qui étaient en difficulté financière, même avant la COVID, mais qui ont pu bénéficier de ces programmes de subvention, et ce qui a grandement aidé ces entreprises à passer à travers la crise. Il y a des secteurs d'activité qui sont encore pas mal affectés ou qui reviennent lentement, mais sûrement, comme la restauration, le tourisme, l'événementiel. Également, les centres-villes, centre-ville de Montréal, on sait que les tours de bureaux sont encore assez vides. Donc, ça a un impact sur les entreprises environnantes. Mais les choses, comme je le mentionne, reviennent lentement, mais sûrement. Où en sommes-nous maintenant? À court terme, les entreprises doivent être prêtes à continuer de fonctionner dans ce nouvel environnement, la nouvelle réalité de l'environnement externe. Donc, comme on l'a mentionné, la distanciation sociale, la vaccination des employés qui est maintenant un enjeu, le passeport vaccinal,
et le télétravail qui est omniprésent et je pense que va le demeurer dorénavant à un certain niveau. Trouver cet hybride entre retour au bureau, retour au travail et travailler de la maison avec le télétravail. Planifier l'après-pandémie et l'impact sur les finances de l'entreprise. Donc, la fin des subventions. Donc, les subventions tirent à leur fin. Et donc, faut être prêt il faut s'assurer d'avoir les liquidités nécessaires pour repartir la machine ou pour continuer à opérer sans cet argent, sans cette aide du gouvernement. Mais c'est aussi une occasion de repenser la stratégie commerciale. On a vu à quel point les sites transactionnels ont bien performé tout au long de cette pandémie. C'était vraiment intéressant à voir comment les ventes qui n'ont pas été effectuées dans les magasins ou dans les locaux physiques ont pu être rattrapées en partie par le e-com qui a très, très bien répondu. Et une autre statistique intéressante, c'est que les taux d'intérêt sont également à un niveau historiquement bas, et ça tout au long de la pandémie. On le sait même dans l'immobilier pour prêts de maisons, d'hypothèques. On sait à quel point ils sont bas en ce moment, mais on voit une augmentation de l'inflation dans les derniers mois et il est fort probable que cette inflation va forcer les gouvernements à agir et possiblement augmenter les taux pour ralentir cette inflation que nous vivons, surtout dans certains secteurs de l'économie. Donc, vers quoi nous dirigeons-nous post-COVID-19 ou à ce stade-ci où nous en sommes rendus? Eh bien, il faut se préparer à cette relance, comme on l'a mentionné. L'aide gouvernementale tire à sa fin, donc être prêt. Ça ne sera pas facile de remettre les choses en marche, surtout pour certaines industries qui sont encore affectées, comme je l'ai mentionné, mais aussi au niveau des chaînes d'approvisionnement qui ont été interrompues. Il y a un impact sur les coûts de transport. On sait que les containers pour faire venir de la marchandise a augmenté significativement, donc c'est un enjeu pour les entreprises. Les entreprises en redémarrage doivent se préparer à financer leur fonds de roulement. Les employés aussi vont avoir besoin d'un certain temps pour rééquilibrer leur horaire entre télétravail et retour au bureau, comme on l'a mentionné. Va falloir trouver cet équilibre qui va fonctionner pour les employés. Donc, nous sommes dans une nouvelle normalité post-COVID-19. Et donc, étant dans cette nouvelle normalité, on va vous parler un peu plus maintenant des états financiers et d'un outil de travail qui est intéressant et qu'on utilise avec plusieurs clients, c'est les flux de trésorerie projetés. Donc, je vais céder la parole à mon collègue Patrick qui va vous parler maintenant des états financiers. Merci Olivier. Peut-être à moins qu'on veut laisser savoir si les gens ont des questions par rapport à la COVID, à la section COVID-19, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à nous les poser, bien sûr. Bonjour Olivier, bonjour Patrick. Désolé du petit problème technique. Moi, justement, j'ai une petite question. Vous parliez de normalité tout à l'heure, Olivier. Dans le contexte dans lequel on a été depuis les derniers 18 mois, comment avez-vous vécu de votre côté, dans votre milieu de travail, la COVID-19? Puis, quel a eu à la fois Richter, l'impact que ça a eu avec ses clients? OK, merci Thierry pour la question. Donc, nous, la façon qu'on l'a vécu, je vous dirais initialement, c'était une grande surprise que le bureau allait être fermé. On a fermé le bureau assez rapidement, je vous dirais, et tout le monde est passé en télétravail. Ce qui a été intéressant, comme je l'ai mentionné, c'est de voir à quel point on a pu s'adapter rapidement. Les technologies n'étaient pas optimales, mais on a rapidement déployé Teams. Les gens se sont habitués. Donc, on est passé vraiment des rencontres virtuelles et on a pu travailler tous à partir de la maison. Il y a eu certains enjeux, ça a été plus difficile pour certains de nos employés qui habitaient seuls ou dans des appartements plus petits. Ils ont trouvé ça plus difficile. On demandait initialement de ne pas rentrer au bureau, mais lorsque les choses l'ont permis, on permet également aux employés maintenant de rentrer au bureau. Je vous dirais qu'on a à peu près 20% de l'effectif qui rentre en moyenne. Et au niveau de nos clients, quand la COVID a frappé, si on veut, eh bien, ça a créé une panique dans le monde des affaires. On a été extrêmement occupés dans l'année 2020 en tant que professionnels de redressement,
même si les statistiques que je vous ai partagées montrent qu'on est à un niveau historiquement bas, il y avait quand même d'autres types de mandats de consultation, surtout de consultation. Donc, pas de faillite, pas de redressement formel, autre que dans le commerce du détail, on a vu plusieurs entreprises se redresser, mais beaucoup de mandats de consultation pour justement comprendre l'impact sur les liquidités, comprendre les flux de trésorerie, comprendre tous ces enjeux-là et l'impact de la COVID. Je vous dirais qu'en 2021, c'est plus tranquille dans notre domaine parce que on ressent vraiment les bienfaits de ces aides gouvernementaux là, à tous les niveaux. Donc, les entreprises vont mieux. Mais il serait intéressant de voir la relance maintenant dont vous avez parlé. Est-ce que les entreprises sont prêtes? Est-ce qu'ils ont les liquidités nécessaires pour faire face aux enjeux qui s'en viennent? Donc, ça donne un peu un aperçu sur comment on l'a vécu au bureau et notre clientèle, c'est le niveau comment on a été occupé en 2020, puis aujourd'hui en 2021, c'est intéressant de voir que c'est moins occupé. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'en profite pour nos participants de ne pas hésiter à poser des questions, de les inscrire dans la boîte de clavardage et nous les poserons vers la fin là, de la rencontre. Donc, je vous laisse aller avec les états des flux, Patrick. Merci Olivier, merci Thierry. En fait, maintenant, nous allons parler des états financiers afin de vous aider à essayer en fait de vous aider à mieux les comprendre. Un peu dans le suivi de la réponse d'Olivier, on pense qu'il est pertinent de parler des états financiers aujourd'hui en raison de la COVID, car il y a eu plusieurs demandes de prêts durant cette période. Plusieurs institutions gouvernementales ont octroyé des prêts ou des garanties de prêts à taux d'intérêt réduit. Et les demandes qui étaient faites, c'était toujours avoir des états financiers à jour et des projections financières. Donc, c'est un peu dans ces optiques-là qu'on parle d'états financiers. Alors, premièrement, dans les états financiers, il est important de savoir que les états financiers sont préparés sur une base historique. Donc, ils reflètent le passé et non le futur, contrairement à des projections financières. Selon les normes comptables, l'information est présentée sur une base de coût, donc au coût d'achat, mais certains postes, parfois, sont aussi présentés à la juste valeur marchande, mais c'est assez restreint. Il faut comprendre que le coût historique est privilégié par les règles comptables, car ça représente une base tangible qui est facile, en fait, qui est plus facile à retracer et à vérifier. Alors que contrairement pour la juste valeur marchande, il peut y avoir différentes bases d'évaluation et qui peuvent donner des valeurs différentes. Donc, on peut se retrouver avec des intervalles de valeurs et non une valeur précise et fixe comme le coût historique. Et aussi, si on devait évaluer tous les postes comptables à juste valeur marchande annuellement, cela prendrait énormément de temps, d'efforts et d'argent. Donc, c'est pour ça que la base de coût est privilégiée. Encore en termes de normes comptables utilisées au Canada, nous avons trois principales règles. En fait, nous avons les normes comptables pour les entreprises à capital fermé qui sont utilisées pour les entreprises privées. Il y a les normes internationales d'information financière que vous avez probablement déjà entendues, les IFRS, qui sont les normes utilisées pour les entreprises publiques et les grandes entreprises. Et finalement, il y a la comptabilité de caisse qui est très limitée et utilisée seulement pour les organismes à but non lucratif. Les états financiers sont habituellement préparés par l'entreprise, par son département de comptabilité à l'interne et révisés par un comptable externe dans le cas de missions d'audit ou d'examen. Mais la question, c'est pourquoi on prépare des états financiers? En fait, les états financiers sont principalement et d'abord avant tout utilisés par la direction d'entreprise qui désire obtenir un portrait des finances de l'entreprise sur une base mensuelle, trimestrielle et aussi annuelle. Ensuite, les états financiers peuvent être utilisés également et consultés par le conseil d'administration, les banques qui demandent, comme j'ai dit, comme je l'avais mentionné, qui demandent toujours souvent et régulièrement des états financiers, les actionnaires de l'entreprise, souvent dans le cas d'entreprises publiques, on prépare le rapport annuel qui contient des états financiers et les gouvernements lorsqu'on prépare nos déclarations d'impôts ou pour différentes vérifications. Finalement, il y a aussi toute autre partie qui pourrait avoir un intérêt financier dans l'entreprise. On peut penser à des investisseurs dans le cadre d'un financement
ou des acheteurs potentiels dans le cadre d'une transaction de fusion ou d'acquisition. Donc, souvent, les états financiers sont la base d'informations qui est fournie. Le premier état qu'on va discuter dans les états financiers, c'est l'état des résultats. L'état des résultats, comme vous savez, présente les revenus moins les dépenses pour une période donnée. Le net des deux, donc les revenus moins les dépenses, nous donne le bénéfice net ou la perte nette dans certains cas. Il est important de comprendre que le bénéfice net qu'on voit à la fin de l'état des résultats ne représente pas les flux de trésorerie, parce qu'il y a des éléments qui sont inclus dans l'état des résultats qui ne sont pas monétaires, donc des éléments qu'on appelle non-cash, donc non monétaires, comme l'amortissement, que tout le monde comprend assez bien maintenant, que l'amortissement est une dépense comptable, mais qui n'affecte pas les flux de trésorerie. D'ailleurs, quand on rajoute l'amortissement au bénéfice net, ça peut nous donner un peu un meilleur aperçu des flux de trésorerie que l'entreprise dégage. Vous avez aussi sûrement entendu parler du BAYA, ou l'EBITDA en anglais. C'est le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Cette mesure est utilisée fréquemment comme mesure de performance en fait de l'entreprise, et je dirais c'est assez standard dans la majorité des industries. On utilise aussi souvent le BAYA pour calculer la valeur d'une entreprise. On va souvent entendre parler de multiples de BAYA. On parle de 5 fois le BAYA, 6 fois le BAYA, et même plus dans certaines industries où il y a plus de croissance, comme dans le secteur des technologies. Mais au-delà des chiffres qu'on présente à l'état des résultats, comme on voit les ventes, le coût des ventes, le bénéfice, on a aussi, comme vous savez, ce qu'on utilise aussi, c'est des ratios financiers afin d'analyser la performance de l'entreprise. Donc, on utilise des ratios comme le pourcentage de marge brute, on peut utiliser le pourcentage des ventes sur le pourcentage du BAYA sur les ventes. Enfin, on utilise différents ratios pour permettre de comparer la performance de l'entreprise à la fois d'une année à l'autre, mais aussi avec les entreprises de son secteur, donc les entreprises concurrentes. Ça permet de distinguer quelles entreprises performent mieux que les autres. Le deuxième état qu'on regarde aux états financiers, c'est le bilan. Le bilan présente les actifs, les passifs et les capitaux propres de l'entreprise à une date précise. Contrairement à l'état des résultats qui, lui, couvre une période, donc on va dire du 1er janvier au 31 décembre, le bilan, quant à lui, est vraiment une image des actifs et des passifs à une date précise. Donc, au 31 décembre, voici nos actifs et nos passifs. Les actifs et les passifs sont séparés entre ce qu'on appelle les actifs à court terme, les passifs à court terme et le long terme. Aussi ce qu'on appelle passifs courants et non courants. Le mot courant signifie dans l'intervalle d'une année. Donc, par exemple, les actifs courants comprennent tout ce qui peut être facilement converti en espèces dans les 12 mois qui suivent. C'est vraiment les actifs les plus liquides de la société. Alors que les passifs courants, ce sont toutes les obligations qui sont exigibles dans les 12 prochains mois, comme les comptes fournisseurs, par exemple. Et contrairement à la dette à long terme qu'on retrouve à long terme, c'est exigible dans plus de 12 mois. Comme à l'état des résultats, les valeurs sont le plus souvent indiquées au coût historique et non à la juste valeur marchande. Et finalement, en bas du bilan, on retrouve les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est la somme des bénéfices non répartis et du capital action de l'entreprise. Mais ça doit aussi correspondre à l'actif moins le passif. Donc, on s'assure que les deux valeurs concordent afin de balancer le bilan. Comme j'ai mentionné, les capitaux propres représentent vraiment la valeur nette de l'entreprise, donc les actifs moins les passifs, mais c'est au coût historique. Donc, pas nécessairement la valeur ou une bonne indication de la valeur nette de l'entreprise à sa valeur marchande. Donc, c'est vraiment au coût et non à la valeur d'aujourd'hui. Et comme à état des résultats, donc, on utilise aussi des ratios financiers afin d'analyser le bilan. On a principalement deux catégories de ratios au niveau du bilan. On a les ratios de liquidité et les ratios de solvabilité. Donc, au niveau de la liquidité, on va utiliser un ratio de fonds de roulement, comme on va voir plus tard dans la présentation.
mais aussi des ratios de solvabilité, comme les dettes sur le BAYA ou dettes sur capitaux propres. Ça nous permet, dépendamment de la valeur du ratio, de voir si l'entreprise est solvable ou pas. Et finalement, le troisième état qu'on regarde aux états financiers, c'est l'état des flux de trésorerie. Cet état présente en fait les cash flows de l'entreprise, soit la variation entre le solde de trésorerie au début et le solde à la fin. Cette variation est le résultat des recettes et des déboursés au cours de la période. Il est important de noter en fait que le solde de trésorerie à la fin aux états financiers, ce qu'on appelle le solde au livre, ne correspond pas nécessairement au solde selon le relevé bancaire, en raison des éléments de réconciliation. Comme vous le savez probablement, on fait des réconciliations bancaires de façon régulière et des éléments comme les chèques en circulation ou les dépôts en transit peuvent venir expliquer entre le solde au livre et le solde à la banque. Il y a deux méthodes qui sont utilisées pour la préparation des flux de trésorerie. On a la méthode directe ou la méthode indirecte. Aux états financiers, comme on voit sur cette page, c'est la méthode indirecte. On part du résultat net, donc du bénéfice net de l'entreprise, et on rajoute les éléments non monétaires qui viennent affecter le bénéfice net, comme j'ai mentionné l'amortissement, mais aussi on va utiliser ce qu'on appelle la variation des postes du bilan à court terme. Donc, c'est vraiment la méthode indirecte qui permet de déterminer les flux de trésorerie liés à l'exploitation. Cette méthode est aussi utilisée quand l'entreprise désire préparer des projections à long terme avec un modèle financier intégré. Donc, quand on prépare, par exemple, des projections avec un bilan, état des résultats et le cash flow, on va retrouver la méthode indirecte. Par contre, cette méthode indirecte est rarement utilisée dans la préparation des projections de cash flow à court terme. Quand on fait des flux de trésorerie à court terme, comme par exemple 3 mois, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode directe. Cette méthode directe est privilégiée parce que elle montre les recettes, moins les déboursés. Donc, il y a plus d'informations qui est démontrée. C'est plus simple à comprendre et à suivre aussi que la méthode indirecte. Comme par exemple, dans la méthode indirecte, on retrouve les variations des postes à court terme qui est souvent plus difficile à interpréter pour un lecteur d'état financier. Donc, maintenant, on va passer à la prochaine section qui est la gestion des flux de trésorerie du fonds de roulement. Oui, merci Patrick. Donc, maintenant que nous avons une meilleure compréhension des états financiers et des flux de trésorerie, là, on va vous parler de comment projeter des flux de trésorerie. Donc, l'outil dont je vous parlais qui était important durant cette COVID. Donc, plusieurs entreprises ont eu à gérer leur liquidité durant toute cette crise. Et donc, ça, c'est un outil qui va vous permettre de le faire. Et comme a mentionné Patrick, quand on parle d'un modèle intégré, c'est un modèle vraiment qui est lié entre l'état des résultats, le bilan et les flux de trésorerie. Je vais vous expliquer un peu. Pour commencer, quand on modélise des projections, eh bien, on va commencer avec, vous en doutez, les résultats historiques. Comprendre un peu comment la compagnie a performé dans le passé comme base de début pour modéliser. On va également tenir compte des tendances récentes de l'entreprise, mais on va aussi comprendre d'autres enjeux qui pourraient avoir un impact sur nos projections, comme par exemple un nouveau client, une augmentation de coûts importants. Comme je l'ai mentionné, les frais de transport en ce moment sont beaucoup plus élevés qu'ils étaient dans le passé, mais on va en tenir compte dans nos projections. Les conditions du marché, la COVID, tenir compte de l'impact que ça peut avoir sur les résultats. Et c'est important de commencer avec les bons soldes d'ouverture, bien au niveau du bilan et au niveau de l'encaisse. Encore une fois, on va vous expliquer lorsqu'on passe à travers maintenant ce qu'on veut dire par là. Donc, le premier élément qu'on va modéliser, ce sont les ventes. Et les ventes se retrouvent à l'état des résultats. Les comptes clients, les comptes à recevoir, on retrouve ça au bilan. Et les recettes, on retrouve à l'état des flux de trésorerie. Les trois sont connectés. Donc, en commençant par les ventes, on va analyser les tendances récentes des ventes. On va comprendre l'historique. On va tenir compte de la saisonnalité. On va comprendre également, on va s'assurer que les ventes qu'on a projetées, est-ce qu'on a assez de bons de commande à ce jour pour justifier le niveau de vente qu'on projette? Est-ce qu'on est confiant qu'on va pouvoir réaliser ces ventes ou non? On va tenir compte aussi dans nos projections de vente de nouveaux produits, nouveaux clients, comme j'ai mentionné, de la concurrence. Donc ça, c'est au niveau des ventes à l'état des résultats. Mais comme on le sait, souvent, quand on va effectuer une vente, on va offrir des termes de paiement. Et donc, ces ventes vont devenir des comptes à recevoir, des comptes clients.
Et ces comptes clients-là qu'on retrouve au bilan, on va également les analyser, le solde de départ de nos comptes clients, on va l'analyser pour comprendre quels sont les comptes qu'on va collecter et qu'on va refléter dans notre flux de trésorerie. Donc, on va les analyser, on va comprendre parmi nos comptes à recevoir, est-ce qu'il y en a qu'on risque de ne pas collecter, est-ce qu'il y a des créances douteuses, des comptes douteux qu'on exclurait. Et pour les clients plus significatifs, si on a dans nos comptes à recevoir un client important qui représente la majorité, eh bien, ce client-là, on pourrait décider de le modéliser séparément, basé sur leurs termes de paiement spécifiques. Sinon, l'autre méthode, quand on arrive à l'état des flux de trésorerie projetés, eh bien, on va modéliser en utilisant un délai moyen de recouvrement. Donc, on va calculer combien de jours est-ce que ça prend pour collecter les comptes clients historiquement. Donc, dans la dernière année, exemple, est-ce que ça prend 60 jours? Ben, si ça prend 60 jours, ça sera la base qu'on va utiliser pour projeter nos ventes. Donc, une vente effectuée aujourd'hui, on la collectera dans 60 jours. On va prendre en considération, comme on l'a dit, les tendances récentes de collection, surtout dans le contexte actuel où ça a été plus difficile de collecter. On a vu un ralentissement au niveau des collections et des recettes. On va tenir compte des retenues, des rabais. On sait que souvent, les clients vont nous payer net de rabais ou d'escompte de volume. Donc, on va en tenir compte également dans nos projections. L'autre élément dans l'état des résultats qu'on va projeter, un élément important, c'est la marge brute. Donc, comprendre quelle est notre marge historique, combien est-ce qu'on a atteint de gross margin et qu'est-ce qu'on projette pour l'avenir. Donc, dans nos projections, on va aussi tenir compte d'augmentation de coûts, diminution des prix de vente, dans certains cas, variation dans les escomptes. Est-ce qu'on a plus d'escomptes ou moins? Donc, on va déterminer notre marge brute. On va ensuite analyser l'inventaire qu'on retrouve au bilan, notre niveau d'inventaire au moment de projeter pour comprendre la qualité qu'on appelle de notre inventaire. Est-ce qu'on a le bon inventaire pour faire les ventes qu'on a projetées? Et on va regarder l'inventaire en catégories, donc la matière première, les produits en cours et les produits finis. Et donc, on va ensuite déterminer le niveau d'achat que nous allons avoir besoin pour effectuer nos ventes. Donc, là, on arrive à notre ligne d'achat qu'on va projeter dans notre flux de trésorerie, notre déboursé, et on va le refléter basé également sur les termes de paiement spécifiques avec nos fournisseurs. L'autre élément qu'on va projeter par la suite, ce sont les dépenses d'opération. Donc, tout ce qui est les frais généraux, frais d'administration, on va regarder l'historique, les tendances récentes et on va tenir compte des dépenses non récurrentes, des dépenses plus ponctuelles comme des honoraires professionnels, des investissements en TI qu'on a peut-être besoin de faire. Donc, ça sera un autre élément et on va, ces mêmes dépenses-là, on va bénéficier de termes de paiement généralement de nos fournisseurs. Et donc, on aura des comptes à payer à l'état au bilan qu'on va également analyser et on va refléter les déboursés dans notre flux de trésorerie. Dans ce cas ici, on va le baser sur le délai moyen de paiement et non de recouvrement. De paiement, on va calculer c'est quoi notre fréquence de paiement historique. Est-ce que c'est 90 jours, par exemple? Bien, on va en tenir compte pour nos déboursés futurs. Pour les fournisseurs significatifs, comme j'ai mentionné, on peut les refléter séparément, basés sur leurs termes spécifiques, et on va tenir compte également d'escomptes desquels on pourrait bénéficier de nos fournisseurs. Autre élément important, ce sont les salaires, qui est généralement un poste important dans l'état des résultats. On va refléter les salaires. Si on les paye à la semaine ou 2 semaines, on va les refléter correctement dans notre flux de trésorerie projeté. On va utiliser le registre de paye, mais on va tenir compte d'autres éléments importants comme si on paye des bonus, des primes de départ, on va en tenir compte dans notre déboursé. Le loyer, la même chose. On regarde l'historique, mais on tient compte des renégociations de baux et on va prendre en considération les ajustements annuels comme les taxes, les frais communs qui pourraient être des montants significatifs. Dépenses en capital, le CAPEX qu'on appelle en anglais. Eh bien, ici, il y a 2 types de CAPEX, des projets spécifiques dans l'année, on va les modéliser. Il y a aussi un CAPEX récurrent qui est un CAPEX de maintien pour maintenir nos machines, notre équipement. Donc, on va modéliser les 2 éléments. Et voici un exemple de flux de trésorerie projeté. Donc, généralement, on va le faire de façon hebdomadaire et le plus commun, ce que vous avez sûrement entendu parler en anglais, c'est un 13-week cash flow, un cash flow de 13 semaines qui couvre 3 mois, un quart pour une entreprise. Et la raison pour qu'on fait 13 semaines, c'est pas trop long, c'est quand même
correct en termes d'information financière, c'est pas trop loin dans le temps, donc c'est plus précis. Alors, on voit ici les deux éléments, comme on l'a mentionné, les recettes et les déboursés. Et on arrive vers un flux de trésorerie nette, la ligne en gras, où est-ce qu'on voit moins 40 000 dans les premières semaines. Donc, ce que cela veut dire, c'est que dans la première semaine, les premières semaines, on ne collecte pas assez pour les déboursés qu'on a à faire et donc on aura besoin d'emprunter sur notre marge de crédit. Donc, on voit que dans les premières semaines, notre marge de crédit va aller en augmentant et par la suite, on va générer des flux de trésorerie positifs. On voit le solde de clôture au livre et on a montré ici dans le bas une petite réconciliation entre le solde bancaire et le solde au livre, la différence étant les chèques en circulation. Mais ce que je voulais vous souligner dans un flux de trésorerie, quand on regarde ces projections-là, ce n'est pas juste de dire, OK, on l'a fait, on le rentre dans le tiroir, puis on passe à autre chose. C'est un document que maintenant on doit utiliser et on devrait analyser. Donc, comprendre, basé sur ce que nous avons projeté, avons-nous avons-nous les disponibilités nécessaires pour effectuer les déboursés qu'on a à faire? Et donc, est-ce qu'on a la disponibilité sur notre marge de crédit? Et vraiment d'interpréter les projections. Et ce qu'on peut faire pour s'ajuster, si on réalise qu'on est en difficulté ou qu'on a on est un peu serré une semaine, eh bien, il y a des outils qu'on peut utiliser comme tenter d'accélérer le délai de recouvrement des comptes clients. On peut se mettre au téléphone, on peut offrir des escomptes. On peut également ralentir certains déboursés vers nos fournisseurs. On peut retenir des paiements quelques semaines pour passer à travers des périodes plus difficiles. Même chose, si on voit que c'est plus étendu et que le problème sera plus long dans le temps, eh bien, on peut contacter nos fournisseurs ou nos prêteurs, la banque, demander un report un moratoire sur le remboursement de capital. Même chose pour les remboursements de loyer. Il y a des programmes gouvernementaux qui sont disponibles, d'autres solutions de financement à court terme qu'on pourrait utiliser. Donc, c'est tout ça pour dire qu'on peut, c'est important de regarder et d'interpréter les chiffres pour s'ajuster en conséquence. Et je vous dirais également que c'est un document qui est fluide, qu'on peut mettre à jour fréquemment, chaque semaine. Au fur et à mesure que les semaines passent, on peut ajuster nos hypothèses. Donc, c'est pas juste dans l'optique qu'on a un emprunt à faire, c'est un outil qu'on suggère, un outil de travail pour les entreprises. Et surtout dans un contexte dans lequel on est, c'est important de savoir un peu où on s'en va et qu'on a justement les liquidités nécessaires pour repartir et faire face aux défis que l'on fait face les entreprises. Donc, c'est un peu ça la vision d'ensemble d'un flux de trésorerie et comment c'est interrelié avec les autres états financiers desquels a parlé Patrick. Je vais redonner la parole maintenant à Patrick qui va vous parler maintenant du fonds de roulement. Merci, Olivier. Oui, maintenant, on va vous parler du fonds de roulement parce que, le fonds de roulement, en fait, il est lié au flux de trésorerie. Car l'objectif principal d'une bonne gestion du fonds de roulement est de permettre à l'entreprise d'avoir les liquidités suffisantes pour faire face à ses obligations à court terme. Mais d'abord, qu'est-ce que le fonds de roulement? Donc, si on veut calculer un fonds de roulement, en fait, le fonds de roulement, ça représente l'actif à court terme moins le passif à court terme. Donc, par exemple, on peut calculer le fonds de roulement en prenant l'encaisse plus les comptes clients, plus l'inventaire, moins les comptes payables. Un fonds de roulement sain est considéré comme un signe qu'il y a suffisamment de liquidité pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, en fait, le fonctionnement normal et journalier de l'entreprise. On calcule aussi un ratio, le ratio du fonds de roulement qu'on retrouve souvent. Le ratio est calculé en prenant l'actif à court terme divisé par le passif à court terme. Si ce ratio est inférieur à 1, cela indique généralement que vous avez de la difficulté à payer, à faire face à vos obligations à court terme. Plus le ratio est élevé, meilleure est la liquidité de l'entreprise, évidemment. Le ratio idéal dépend vraiment de l'industrie et du cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc, c'est difficile de déterminer quel est le ratio idéal. Donc, on cherche un ratio supérieur à 1, mais ça peut être, si c'est 2 par exemple, un ratio de 2, bon, ça c'est habituellement une indication que l'entreprise a une excellente liquidité.
Donc, on se fie un peu au cycle d'exploitation et l'industrie pour savoir quel ratio, quel est notre objectif de ratio. Et comme j'ai mentionné, dépendamment de l'industrie, le fonds de roulement peut être saisonnier ou cyclique, mais aussi varier selon la planification de grands projets ou en période de croissance ou de déclin. Ici, dans la page, vous voyez une illustration graphique du fonds de roulement. Ça permet de visualiser la fluctuation du fonds de roulement de mois en mois. Donc, si on regarde, par exemple, si disons que ça, c'était la moyenne annuelle de notre entreprise. Si je regarde mars 2020, par exemple, on a un ratio en haut de 500 000 $. Ça serait notre objectif l'année suivante d'atteindre ce ratio-là. Donc, si on est en dessous de ce montant-là, ça veut peut-être dire qu'on risque d'avoir des problèmes de liquidité et qu'on n'atteint pas notre cible. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une gestion du fonds de roulement afin d'éviter un manque de liquidité. Et si on prend par exemple un événement comme la COVID, et si notre entreprise fonctionnait au ralenti, qu'on avait cessé les activités pendant une période de temps et que maintenant elle doit reprendre ses opérations, donc on va essayer de repartir au ratio de fonds de roulement normal de l'entreprise. Donc, si on avait 1 million de fonds de roulement à cette période-là de l'année et que là, comme on était en période de ralenti, on a 200 000 dans notre fonds de roulement, ça veut peut-être dire qu'il va falloir avoir une injection de fonds dans le fonds de roulement. Donc, toujours avoir un objectif et essayer de maintenir cet objectif-là du fonds de roulement. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, on va parler des leviers financiers relatifs au fonds de roulement. Il existe 5 principaux leviers pour le fonds de roulement qui permettent d'optimiser le fonds de roulement et d'améliorer nos liquidités. Donc, tout d'abord, les comptes clients. Souvent, la façon la plus rapide pour une entreprise d'augmenter ses liquidités à court terme est d'accélérer la collection de ses comptes clients. Donc, il est suggéré pour faire cela d'avoir un suivi assez serré de nos comptes à recevoir. Donc, on peut effectuer des rappels réguliers aux clients dont les factures arrivent à échéance, faire un suivi des soldes en souffrance. Et aussi, on peut aussi envisager d'offrir des rabais et des escomptes contre des paiements rapides. Par ailleurs, il est important, et on le rappelle souvent à nos clients, d'avoir une communication, toujours avoir une bonne communication avec ses clients, une communication ouverte afin de mieux comprendre leur situation financière et ainsi gérer la collection en conséquence. Donc, éviter des surprises. Et aussi, également, on ne veut pas perdre des clients à cause d'une stratégie de collection trop agressive. Des fois, il y a un client qui a un mauvais mois, une mauvaise situation, mais que c'est du court terme. Donc, essayer toujours de travailler avec nos clients pour comprendre leur situation et gérer nos liquidités en conséquence. Une autre façon de monétiser rapidement ces comptes clients est ce qu'on appelle l'affacturage. L'affacturage consiste en fait rapidement, je vais essayer d'expliquer l'affacturage rapidement, c'est lorsque l'entreprise vend ses comptes clients à une institution financière qui, elle, se chargera de collecter les sommes auprès des clients. Mais évidemment, il y a un coût à ça. Donc, les comptes clients qui sont cédés à l'institution financière sont cédés à escompte. Donc, on va donner une escompte d'environ, comme exemple, à 5 à 15 % du compte client. Mais en contrepartie de ce coût-là que ça nous coûte, on reçoit l'argent plus rapidement. Donc, on n'attend pas le délai de 30, 45 ou 60 jours avant de recevoir l'argent, on le reçoit tout de suite. Et aussi, un autre avantage, c'est que toute la responsabilité de la collection et du risque lié à la collection est donnée à l'institution financière qui s'occupera d'effectuer la collection. Donc, ça permet vraiment à l'entreprise d'économiser du temps et des dépenses qui sont reliées au suivi, au recouvrement des comptes clients. Le deuxième levier est l'inventaire. Donc, une gestion étroite des stocks permet d'optimiser aussi son fonds de roulement. En fait, le but avec l'inventaire, c'est d'éviter de se retrouver avec un excès d'inventaire que l'entreprise va devoir liquider. Donc, si on parle de liquidation, ça veut dire qu'on vend à perte et que l'entreprise va perdre de l'argent. En contrepartie, il faut aussi s'assurer de ne pas avoir une pénurie d'inventaire, donc ne pas commander assez parce que là, évidemment, ça pourrait entraîner des pertes de vente. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'il est important
de réviser régulièrement les prévisions d'achat d'inventaire en tenant compte des ventes prévues. Donc, ça veut dire les changements dans la demande, la saisonnalité des produits donc, ou des nouveaux produits. Donc, toujours travailler les achats en fonction des projections de vente. Et comme aussi un peu juste pour finir avec l'inventaire, la même chose avec les clients, on demande aussi de communiquer régulièrement avec les fournisseurs afin de bien comprendre, excusez-moi, bien communiquer avec nos clients afin de bien comprendre leurs demandes et leurs besoins aussi et gérer notre production en conséquence. Le troisième levier qu'on retrouve dans les actifs à court terme, c'est les frais payés d'avance. Dans les frais payés d'avance, on retrouve principalement deux dépenses qui sont le loyer et les assurances. Donc, au niveau du loyer, une façon d'améliorer un peu ces liquidités, c'est de reporter, quand la situation est nécessaire, de reporter des paiements de loyer. D'ailleurs, comme nous l'avons vécu avec la COVID, plusieurs entreprises ont dû reporter des paiements de loyer. D'ailleurs, nous-mêmes, dans notre travail, nous avons travaillé avec des entreprises en consultation. Nous avons travaillé avec les locataires afin de trouver des solutions au niveau des loyers. Donc, on a eu des exemples de concessions. C'est par exemple convertir un loyer fixe à un loyer variable en pourcentage des ventes, ce qui était très bénéfique dans le cas des entreprises dans le secteur du détail qui avaient, par exemple, des périodes de fermeture prolongées. Donc, ils ne faisaient pas de vente et ça a permis de payer un loyer en conséquence et en fonction des ventes qui étaient réalisées. On a aussi obtenu certains de nos clients ont aussi obtenu des réductions de loyer importantes. C'est souvent des réductions temporaires, 6 mois, 12 mois, mais ça a permis de passer à travers des périodes où l'entreprise a dû fermer ses portes. Et finalement, au niveau des loyers, on a aussi évidemment, comme Olivier l'a mentionné dans les subventions, les programmes d'aide gouvernementaux. Il y a eu aussi des programmes à cet effet, ce qui a permis d'alléger la charge de loyer de certaines entreprises. Au niveau des assurances, rapidement, comme vous le savez probablement, il y a toujours des façons d'essayer de financer ces primes d'assurance, soit par l'entremise de la compagnie d'assurance elle-même, mais aussi de son courtier. Le quatrième levier est les comptes payables. Donc, au niveau des comptes payables, il est toujours possible d'étirer ces paiements, ces payables lorsque nécessaire. Par contre, on ne recommande pas toujours de faire ça car ça peut affecter la relation avec les fournisseurs et il est vraiment suggéré d'avoir un partenariat solide avec ses fournisseurs afin d'assurer sa croissance pour une entreprise. Un bon partenariat et des relations solides avec ses fournisseurs aident souvent à obtenir un meilleur service, des meilleurs produits, de meilleure qualité, mais aussi, ce qui est important aujourd'hui avec la COVID, une livraison à temps en fait. D'ailleurs, comme vous le savez probablement avec la COVID, il y a eu plusieurs problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau de la logistique. Donc, plusieurs entreprises se sont retrouvées avec des problèmes d'approvisionnement. Et je dirais que celles qui avaient les meilleures relations avec leurs fournisseurs ont été celles qui ont été desservies le plus rapidement et le mieux. Au niveau des salaires, rapidement dans les comptes payables, donc ce qu'on suggère aussi, c'est de revoir les niveaux de salaire à court terme et à long terme, particulièrement quand on passe une période difficile, donc comme par exemple en pandémie. Si les activités diminuent, il peut être envisageable de réduire la main-d'œuvre. Donc, ça peut être une réduction temporaire avec des mises à pied temporaires, mais des fois, où ça peut être des mises à pied permanentes. Ce qu'on recommande, par contre, c'est de consulter un avocat spécialisé en droit du travail avant de faire toute mise à pied d'envergure parce qu'il y a des conséquences évidemment légales et avec les normes du travail quand on fait cela. Et finalement, au niveau des salaires, il y avait également, un peu comme les loyers, les subventions salariales des différents gouvernements. Finalement, le cinquième levier est le financement. C'est ici qu'on retrouve vraiment toute l'importance d'avoir des projections financières à jour. Quand il y a une demande de financement ou même quand il y a une demande de concession de la part de la banque ou qu'on demande certains moratoires, la première chose que la banque demande après les états financiers, c'est des projections financières à jour.
D'ailleurs, durant la COVID, nous-mêmes, nous avons travaillé avec plusieurs entreprises qui ont eu certaines difficultés et on peut dire que les institutions financières ont de manière générale été disposées à supporter les entreprises, à reporter des paiements, à prolonger des modalités de remboursement et même à renoncer à certaines clauses restrictives qui étaient dans les ententes de prêt. Par contre, ce qu'on a retenu des entreprises qui étaient supportées par leurs institutions financières, c'est qu'on a vraiment retenu 4 critères importants. C'est que d'abord, l'entreprise était en bonne santé financière avant la crise. Donc, ce n'était pas une entreprise qui était déjà avec un historique de difficultés financières. Que les difficultés qu'elle éprouvait étaient vraiment des difficultés de nature court terme. Donc, par exemple, étaient expliquées par la pandémie et que on pouvait s'en sortir après ça. Qu'elle maintenait une communication proactive. Donc, quand on parle de communication proactive, ça veut dire qu'elle fournit les documents à jour à la banque, les états financiers sont remis à jour, en fait, que toutes les demandes de la banque sont toujours respectées et atteintes. Et finalement, qu'elle prévoyait les répercussions sur leurs activités. Donc, c'est là qu'on parle des projections financières, que l'entreprise était capable d'estimer et de calculer quelles étaient les répercussions des difficultés sur leurs activités et de les quantifier en même temps sur des projections financières. Mais au-delà de travailler avec notre propre institution financière, il y a aussi d'autres options de financement qui sont disponibles. Donc, certaines entreprises ont demandé des programmes de prêts qui étaient disponibles auprès de la BDC et de EDC, particulièrement durant la COVID. Il y a aussi ce qu'on appelle des prêts mezzanines, donc des prêts subordonnés qui viennent en deuxième rang avec des prêteurs qui sont spécialisés dans ce genre d'emprunt-là. Et finalement, on retrouve aussi des participations en actions. Donc, il est toujours possible d'aller chercher du financement à travers une émission d'actions avec un nouvel actionnaire dans l'entreprise. Donc, ça regroupe un peu tous les leviers qui permettent d'améliorer le fonds de roulement. Mais dernier mot, c'est que la nouvelle réalité est quand même liée à COVID est différente de ce qu'on a été habitué à faire. Donc, il faut vraiment travailler sur des nouvelles stratégies et bien planifier à l'avance afin de pouvoir s'adapter et passer à travers les difficultés qu'on a connues. Merci, Patrick. Donc, en terminant, nous avons listé ici des programmes gouvernementaux, les liens vers les différents programmes du gouvernement. Et brièvement, à propos de Richter, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un bureau comptable avec plusieurs différents secteurs d'activité de spécialisation. Nous sommes 60 associés avec presque 500 coéquipiers et collègues. Nous avons un département de audit, de fiscalité, de consultation dont Patrick et moi faisons partie, et un bureau familial Richter Office pour la gestion de patrimoine. Donc, comme on l'a mentionné brièvement, on travaille avec des entreprises en difficulté. On les aide à mettre en place des plans de restructuration dans le but de préserver la valeur de l'entreprise et de passer à travers des situations plus difficiles. On travaille principalement avec des entreprises mid-market ayant des revenus d'affaires entre 25 et 500 millions et des facilités de crédit de 5 à 200 millions. Et on travaille dans tous les secteurs d'activité, incluant bien sûr la technologie. Donc, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui et on va ouvrir la discussion pour des questions.